Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Déjà, merci pour ceux qui suivent la rediffusion sur YouTube. Merci déjà à tout l'accueil que vous avez fait et tout l'accueil que vous me faites. Voilà, je me fais directement agresser par des subs. Merci, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Julien Envia pour son 16e mois de sub et Cyclohexane pour son 14e mois de sub consécutif. Merci beaucoup. Le double dépassement de Naël à Macao dans l'intro. Oui, je l'ai rajouté et je pense qu'à la fin de l'année aussi, pour 2026, je mettrai à jour parce qu'il y a des images qui datent un petit peu dans le générique. Alors évidemment, pour ceux qui sont sur YouTube, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il parle? De quoi il parle? Mais c'est vrai que j'ai un générique que je ne peux pas montrer d'une minute trente. Donc voilà que je peux pas montrer sur YouTube pour des questions de droit d'auteur évidemment, avec la musique etc. Mais donc voilà, je retravaillerai le générique, mais là évidemment après Macao il fallait le mettre à jour forcément, forcément. Pourquoi on est réunis aujourd'hui pour suivre la qualification de Formule 2? Et je préfère vous le dire, en lançant un live, j'ai rarement été aussi peu stressé. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la qualification, le championnat de Formule 2 dans son ensemble, on a du mal à s'y intéresser pleinement. Pourtant, on a une bataille pour le titre assez ouverte, hein, entre Fornaroli, Crawford, Browning, voire même Verschoor ou Alex Dunn. Mais on a du mal à s'y faire. Déjà, on n'a pas de rythme. Il n'y a absolument aucun rythme à la Formule 2, vu qu'on ressort d'une pause de 2 mois. La dernière manche, c'était au Grand Prix de Bakou. C'était il y a quand même une éternité. Ouais, la F2, Osef, un peu, on va pas se mentir, mais vous êtes quand même présent sur le live. Ah, ah. En tout cas, salut à ceux qui rejoignent dans le chat, ceux qui sont là pour la première fois. Je sais qu'il y en a certains, du coup, qui m'ont découvert grâce à ma vidéo sur Dorian Pain, qui a explosé les compteurs. Merci, merci beaucoup. Surtout à ceux de YouTube, du coup, mais j'imagine que certains d'entre vous sont en commun entre Twitch et YouTube. Merci beaucoup, on a explosé le record de vues. Merci beaucoup à Le Faux premier sub, merci beaucoup à toi, bienvenue. Bienvenue, mais voilà, la vidéo sur Dorian Pain a explosé le record de vues de la chaîne qu'on avait établi il y a 2 ans avec Antoine, avec le Pit Stop F1 à l'époque, et je pensais pas qu'on battrait le record sans un autre invité de marque ou quelque chose comme ça, donc ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Bref, on referme la parenthèse, la parenthèse auto-promo, on va dire. Alex Caldi, merci, merci beaucoup Alex Caldi pour ton sub. 21e mois de sub consécutif, waouh! Mais attends, mais c'était jamais indiqué? C'était jamais indiqué, ou alors tu les prends pas pendant les lives, puisque c'est enfin, je les vois pas à chaque mois, tes subs. Forza Fornaroli. Fornaroli, pour être très honnête, alors moi, du coup, c'est pas mon chouchou. Actuellement, on a 6 pilotes. Attendez, bah, je vais vous mettre le classement du championnat. On a 6 pilotes mathématiquement encore en lutte pour le titre. Leonardo Fornaroli, Jack Crawford, Luke Browning, Richard Verschoor, Alex Dunn, Pepe Marty. Pepe Marty, on va dire que c'est mort, puisque même s'il est mathématiquement encore en lutte, il n'est pas présent sur cette fin de saison, vu qu'il se concentre sur la Formule E. Mais il reste donc 5 pilotes. Fornaroli est en tête du championnat. Et on va pas se le cacher, c'est quand même le grand favori. C'est quand même le grand favori. Il est dans l'équipe tenante du titre, hein, qui a déjà remporté le titre avec Gabriel Bortoleto l'an passé. Et il est régulier et il fait très peu d'erreurs. Maintenant, voilà, on a du mal à complètement s'enflammer sur le cas Leonardo Fornaroli aussi. Et sur cette bataille au titre en F2, parce que de tous ces pilotes, Fornaroli, Crawford, Browning, Verschoor, Dunn, aucun d'entre eux ne sera en F1 l'an prochain. Il y en a certains qui auront des postes de réservistes. Crawford sera réserviste chez Aston Martin, Luke Browning sera réserviste chez Williams. Alex Dunn, il a été viré de chez McLaren. Il pourrait avoir des discussions avec Red Bull, mais ça commence sérieusement à traîner. Fornaroli, pour lui, il y a vaguement eu des rumeurs avec Alpine. Est-ce qu'on lui souhaite d'aller chez Alpine, vu la dynamique actuelle? Je ne sais pas, surtout qu'il y a déjà beaucoup de monde dans l'académie Alpine. Il y a Paul Aron, on pourrait même aussi citer Gabriel Emini ou d'autres. Donc voilà, d'avoir une bataille pour le titre en F2, mais quand on sait qu'aucun ne va monter à l'étage au-dessus, c'est un petit peu frustrant. Alors Fornaroli et Browning, leur carrière ne va pas s'arrêter là, notamment vu qu'ils sont en discussion très avancée selon le journaliste spécialiste du Japon, Jamie Klein, qui indique que Fornaroli et Browning devraient aller en Super Formula. Très bien pour eux, mais voilà. C'est quelle chaîne sur Canal pour la F2? Je crois que c'est Canal Sport. Je crois que c'est Canal Sport.
Et si c'est le cas, moi, ils sont en train de montrer les plus beaux ouais, je crois que c'est Canal Sport. Ils sont en train de montrer les plus beaux dépassements de 2025. Et bien entendu, pour des questions de droit d'image, comme d'habitude, vu que c'est de la F2 et de la F3, que ce n'est pas diffusé sur YouTube gratuitement, je ne diffuse pas les images, parce que sinon je me fais strike en moins de 2, et je vais juste montrer le live timing. Voilà. Sincèrement, Fornaroli en super Formula, envie de péter un câble un peu. Bah ouais, mais après, malheureusement, ça rejoint un petit peu. Enfin, ça rejoint les Pourchère, ça rejoint les Drugovic, ça rejoint les. Et ça rejoint ces pilotes-là qui méritent une chance en F1. Je pense même, bah, Pourchère, on le sait à quel point il la méritait. Mais voilà, pour moi, t'es champion de F2, ta force, tu mérites ta chance en F1. Et même si j'ai du mal à être complètement convaincu par pour le produit Leonardo Fornaroli, moi je me rappelle, je le suivais à l'époque de la Freca, même avant ça de la F4 italienne, j'avais du mal à être convaincu. Mais il y a des pilotes qui éclosent, oui, du verbe éclore, un peu plus tardivement que d'autres. On l'a vu avec Bortoleto, même si déjà en F4, déjà en Freca, on voyait qu'il y avait des choses vraiment intéressantes chez Bortoleto. Là, Fornaroli, il gagne, mais avec la meilleure voiture. L'année dernière, c'était avec Trident en F3. Là, c'est avec Invicta en F2. Mais au moins, il gagne. Donc ça, on peut pas lui retirer. Il a peut-être la meilleure équipe, mais j'ai du mal à être plus convaincu que ça. Maintenant, il la mérite, sa chance en F1. Mais, mais voilà, il s'est pas non plus je veux dire, enfin voilà, il s'est pas rendu incontestable comme a pu l'être en son temps un Oscar Piastri, comme a pu l'être un Isaac Hadjar par exemple. Une seule victoire en feature race quand même. Oui, certes, mais déjà il a débloqué son compteur de victoire, puisqu'on rappelle que avant Silverstone, il n'avait gagné aucune course depuis 2021. Donc Crawford, c'est dommage, franchement, il aurait pu aller en F1 avec un réveil plus tôt. Je sais pas. En fait, depuis qu'il s'est fait virer de chez Red Bull, puisqu'on rappelle qu'à un moment, il était coéquipier d'Isaac Hadjar, j'ai du mal à. Je ne vois plus Crawford en F1 en fait. Pour moi, son train est déjà passé, même s'il est très jeune, hein, et il a l'âge d'un Berman. Il a l'âge d'un Berman. Fornaroli est 1 an plus âgé, Browning est 3 ans plus âgé, Verschoor est. Oula, on, on ne parle pas d'âge à cet âge-là, par des raisons de politesse, mais enfin, Crawford reste un pilote jeune, donc c'est juste que c'est sa troisième année, et vous le savez, Drugovic, Pourchère le savent, quand c'est sa troisième année, bah tu peux pas impressionner. Tu peux pas vraiment impressionner. Un coffre de la hype, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Mais hop. Victor, il fait quoi l'an prochain? Indy Next, Super Formula? Super Formula, non. Maintenant, il y a des discussions et il y a des tests qui se font aux États-Unis et il y a des discussions en Europe. Maintenant, ça ne sera pas en Europe en monoplace, je vois pas trop dans quel championnat. De toute façon, il n'y a plus de place en Formule E par exemple. Il a fait des tests en Indy Next, très bien. Il l'a testé avec HMD et avec Juncos Racing. Maintenant, il y a une place chez Alpine aussi en Wake, je sais, mais j'ai pas spécialement d'informations sur ça. Et j'espère qu'on en aura plus bientôt. Mais il fait partie des candidats, ça c'est sûr. Il fait partie des candidats pour aller chez Alpine en WEC. Et on espère que ça va aller dans la bonne direction, quoi. Et puisque oui, il y a toujours un Français qui est engagé dans cette saison de Formule 2, Victor Martins. On n'en parle plus. Il y a un an, il y a 2 ans, il y a 2 ans, il était le meilleur rookie en Formule 2 et voilà, il était cinquième, meilleur rookie. Il battait Oli Berman et puis voilà, tout est allé un petit peu de travers. Et certes, il est dans l'Académie Williams, mais voilà, on le sait, on le sait, il ne sera pas reconduit par Williams. Il y avait un duel face à Luke Browning. Alors certes, les deux ne sont pas dans les mêmes équipes et certes, Luke Browning, donc qui est chez Hightech, Hightech réussit bien mieux sa saison qu'à RT, l'équipe de Victor Martins, mais bon, voilà, force est de constater troisième, 11e, il y a un pilote qui a beaucoup plus montré que l'autre, même si vous connaissez mon avis sur Victor Martins. Pour moi, c'est un pilote très très bon. En tout cas, sur un tour, ça peut être l'un des. Vraiment, enfin, il peut être exceptionnel. Et pour moi, je le classais à un certain moment, en tout cas, peut-être en 2023, je pense, je le classais plus haut que Pourchère, que Hadjar.
Mais voilà, les choses évoluent, c'est des questions de timing, c'est des questions de dynamique, c'est des questions de confiance, de mental, ce genre de choses. Parfois, les facteurs font que les choses peuvent évoluer et ne vont pas dans la bonne direction. Malheureusement, ça n'ira pas en F1 pour lui. Luke Browning sera donc le seul réserviste chez Williams l'an prochain. D'ailleurs, Martins, on ne reverra pas Martins en séance d'essai libre 1. On pensait qu'il allait faire 2 séances d'essai libre 1 pendant l'année. Au final, il n'en fera qu'une car c'est Luke Browning qui fera la FP1 à Yas Marina. Donc bon, écoutez. J'en profite puisque là, je pense que la qualif devrait pas tarder à démarrer. Oui, le stream de Canal a complètement démarré. Donc attendez, je vais essayer de passer sur le live timing. Le live timing a l'air bon. Non, attends, 17h08. Oui, 17h. Attends, je sais pas s'il est en train de fonctionner le live timing ou pas. J'ai pas forcément l'impression. Je vais le rouvrir, attendez. Vous savez quoi, je vais le rouvrir. Tout. Alors. La qualification qui est lancée, hein. Je vais vous dire le chrono pour qu'on puisse se caler un petit peu en même temps, parce que Canal peut avoir un léger décalage avec la F1 TV. De toute façon, la F1 TV, c'est plus accessible en France, mais peut-être qu'il y en a certains qui me regardent pas en France. J'attends que. Oula, ça patouille un petit peu dans la smoule là. On est autour de 29-24 pour moi. 29, ouais, 29-24. 29-18. Alors, et je vais ouvrir le chat Twitch à côté, parce que sinon, je ne vais pas vous voir. Car j'ai que 2 écrans à la fois, enfin du coup 3 maintenant avec le téléphone. Euh, question. Attends. Je vais essayer déjà de. Je vais essayer déjà de rattraper quelques commentaires. Martin se date aussi beaucoup quand il était champion F3 pour sa 2e saison. Après 3 saisons de Fréca, Lindblad était en karting au secours. Bah après, c'est une question, ouais, c'est une question de timing et de soutien, puisqu'il aurait pu progresser beaucoup plus rapidement dans les formules de promotion. Normalement, il doit progresser en même temps que Oscar Piastri et voilà, il doit faire qu'une seule saison de F3, on lui en fait faire deux. Bon, c'est assez frustrant. Il y a un monde dans lequel Lindblad ne monte pas en 2026? Non. Enfin, on peut jamais être catégorique comme ça, on va dire, mais j'ai du mal à voir. Pour moi, il montera en Formule 1 chez Vecard. La décision paraît prise. C'est un petit peu, moi je trouve ça un petit peu prématuré et surtout ce qui m'embête dans le clan Red Bull, c'est que il y a d'autres pilotes qui sont prêts pour la F1 et qui le montrent comme Ayumu Iwasa qui a été champion de Super Formula de fort brillante manière le week-end dernier au Japon. Le gars est réserviste depuis 2 ans, il fait les FP1, il fait toujours le boulot et bah voilà, le truc c'est que Honda quitte le navire maintenant, donc au final ça va pas aller dans la direction d'Iwasa et Red Bull pense tenir une nouvelle pépite, peut-être un nouveau Verstappen. Donc voilà, ils vont tenter d'investir sur lui, mais pour moi ça me paraît prématuré et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment comparer, alors qu'il y a l'air d'avoir des problèmes mécaniques pour James Wharton, l'un des nouveaux venus. On va faire le point sur la saison de F2, on continue de parler un petit peu à côté. Pour moi, on ne peut pas comparer encore Lindblad à Antonelli ou Berman. Il a beaucoup moins montré pour l'instant, Harvey Lindblad, sur des saisons entières. On le voit en termes de potentiel pur, en termes de vitesse de pointe pure. Lindblad, bah, c'est ok dans le potentiel de Antonelli, Berman, etc. Mais en termes de régularité, en termes de construction d'un championnat, voilà, de se battre pour un titre, certes, il en a gagné des titres en karting, ça c'est pas le souci. En monoplace, malheureusement, ça s'est toujours écroulé en F4 italienne, en F3, en F2, ça s'écroule puisque sa deuxième moitié de saison est ratée. Euh, Sa vitesse, elle est là, les coups d'éclat, ils sont là, mais il y a pas mal de choses encore qui manquent quand même. Et là, de le propulser directement à 18 ans en F1, je trouve pas ça foufou. Je trouve pas ça foufou. Et voilà, maintenant, Red Bull, ils vont le mettre chez Vecard, voilà, ils le mettent pas directement en première ligne chez Red Bull non plus, mais je trouve que s'ils avaient mis un Iwasa, il aurait été mieux préparé, quoi. Il aurait été mieux préparé pour la F1 et tu aurais pu garder un an de plus Lindblad au chaud, à lui faire plus de roulage en F1, etc. Là, tu le jettes un peu sous le bus quand même, mais bon. Euh...
Ouais, Homero, là, c'est ton moment, hein, c'est ton moment, là, pour James Harden. Non, mais par contre, moi, le stream de Canal arrête pas de laguer, donc j'espère... Attendez, si moi, je me coupe le wifi ici... Eh, Victor Martins qui allume en violet! Exceptionnel tour en 1 minute 56, c'est un tour de chauffe, hein. C'est un tour de chauffe, ne vous en faites pas. Victor Martins, d'ailleurs, qui peut faire partie des prétendants à la pole. En soi, il a déjà signé 2 pole positions cette année. C'est surtout en course que la ART de Martins, elle pose souci. Et qui fait que Martins n'a jamais pu vraiment jouer la victoire de façon sérieuse cette année. Euh, te- 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 Donc oui, il y a plusieurs... Pourquoi ton nouveau... Attends, synchro, bah synchro dès que mon... Ok, 20... Alors, je suis à 24,52, 24,51, 24,50. Vous me dites si je suis trop en retard, je pense pouvoir remettre peut-être un petit peu après. Euh, Attendez, je vais caler le truc ici. Hop. La suite pour Fornaroli, normalement c'est de la Super Formula. Après, est-ce qu'il peut y avoir un poste de réserviste à côté en F1? Je ne sais pas. Il y avait des rumeurs avec Alpine, mais il y a beaucoup de gens qui sont réservistes chez Alpine déjà, avec Paul Aron notamment. Je suis calé à la seconde près sur ton timing, bah parfait. Parfait. On va avoir les premiers chronos représentatifs là qui vont pas tarder à être signés normalement. Ensuite, Luke Browning, le futur pilote réserviste Williams. On rappelle qu'il a besoin, il n'est pas encore assuré d'être réserviste l'an prochain pour Williams. Il a besoin de sa super licence, Luke Browning. Et pour ça, il a besoin d'un top 5 au championnat. C'est bien parti, il est troisième. Montoya Mini. Alors le live timing est un tout petit et un chouille en avance sur moi. Et un chouille en avance, donc on va le décaler genre de 5 secondes. Hop. Ouais, Verschoor qui monte au sixième rang pour l'instant. On n'a pas encore. Voilà, on a Sébastien Montoya en pôle extrêmement provisoire. De toute façon, au fil de la séance, les pilotes vont avoir de moins en moins d'essence dans la voiture, donc des voitures de plus en plus légères, donc ça va aller forcément de plus en plus vite. Mais en séance d'essai libre, on a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de drapeaux jaunes, pas eu d'interruption de séance, pas eu de vrai crash, mais beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, dans la séance d'essai libre 1 en Formule 1 aussi. Donc attention, pour l'instant, pas trop d'erreurs, en tout cas sur ce début de qualif en Formule 2, alors que Roman Stanek prend le meilleur temps à Sébastien Montoya. Oui, pas de spoil sur le chat si vous avez de l'avance du coup. Ouais, voilà, si vous, enfin, voilà, si vous avez de l'avance, voilà, retenez-vous un petit peu. Jack Crawford qui prend le meilleur temps, alors que le leader du championnat, Leonardo Fornaroli, va arriver sur la ligne et passe et prendre le meilleur temps. Ben voilà, on a les 2 premiers du championnat aux 2 premières places et Luke Browning pour le moment il est encore un petit peu long. On a Alex Dunn qui va faire son premier chrono, le pilote irlandais, l'ancien pilote McLaren qui monte au 6e rang. Ah, oui, bah du coup j'avais pas encore tilté, mais évidemment Alex Dunn avec une Rodine aux couleurs Rodine, sans livret McLaren. Alors que là, on voit l'une des premières erreurs de la séance, Lorenz Van Eupen, qui est parti un petit peu au large dans le triple droit. Là, c'est Kouchmaini aussi, un petit peu dans les graviers. Ouais, Dunn sans la livrée McLaren, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et surtout, le clan Dunn était très confiant sur le fait qu'ils allaient rejoindre le clan Red Bull très rapidement. On voyait les stories de ses parents notamment, où il relayait des choses comme quoi il allait rejoindre Red Bull. Et bah, depuis, c'est beaucoup plus silencieux. Donc c'est comme ça que j'apprends que Dunn est plus chez McLaren. Mais où as-tu... Mais je peux même pas dire tu vis dans une grotte, Homero, t'étais sur les lives précédents. Oui, donc Alex Dunn, qui n'est plus chez McLaren, a priori, de ce que j'ai compris, maintenant voilà, ce ne sont pas forcément des informations officielles, mais de ce que j'ai compris, McLaren voulait plutôt l'envoyer du côté de l'IndyCar, et Alex Dunn, lui, voulait croire en ses rêves de F1, et était assez persuadé d'avoir un plan B avec Red Bull. Donc voilà, les deux parties se sont séparées. Pour le moment, le côté Red Bull, on l'attend encore, puisque Red Bull, est-ce qu'ils ont tant besoin que ça d'un Alex Dunn? Je sais pas, voilà, c'est pas forcément. Lindblad est 2 ans plus jeune. Nicolas Tsolov, justement, qui fait son premier week-end là en Formule 2, est 1 an plus jeune.
Voilà. Est-ce que, ouais, il y a pas forcément besoin d'un Alex Dunn, hein, qui en plus a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Alors là aussi, une vitesse de pointe complètement dingue, mais un racecraft, une gestion de course un peu cataclysmique, parfois avec les autres pilotes, mais aussi, j'ai envie de dire, avec les pneus. Oh, attention, le gros Sébastien Montoya qui a failli partir, qui est complètement à la dérive avec ses pneus. Oh, il l'a bien rattrapé quand même, Sébastien Montoya. Et il va pouvoir compléter son tour. Alors que là, c'est Oli Goethe qui signe le meilleur premier secteur absolu, directement battu par Roman Stanek en 35-7. Victor Martins qui prend le meilleur temps, 3 dixièmes d'avance. Mais les chronos sur le live timing sont pas raccords là. Il y a un petit bug du live timing, mais en tout cas, meilleur temps de Victor Martins. Une 37 512, Gabriel Emini qui est derrière à 2 dixièmes. Browning. Browning seulement 11e. Alors pour le moment, Luc Browning, il n'est pas du tout dans le match hein, pour la pole. Oli Goethe qui prend le meilleur temps à Victor Martins. Richard Verschoor derrière Oli Goethe. Belle surprise d'Oli Goethe, alors que là on est en caméra embarquée avec Stanek. Il y a le pilote devant Stanek qui est passé par les graviers. Nicolas Tsolov qui monte au 11e rang. Nicolas Tsolov, on rappelle, c'est le vice-champion de Formule 3. Jeune pilote Red Bull, là aussi récupéré parce que c'est un ancien pilote alpine. Ancien très très grand espoir des formules de promotion qui commence à remonter la pente. Roman Stanek qui prend le meilleur temps. Fornaroli qui est en avance. Crawford aussi est en avance. Fornaroli a le meilleur premier secteur en violet. Crawford le meilleur deuxième secteur. Villa Gomez qui monte au 5e rang devant son coéquipier John Bennett. Crawford qui monte seulement au 2e rang, mais je pense que Leonardo Fornaroli a peut-être les moyens de régler tout ce petit peloton. Leonardo Fornaroli sur la ligne, 2 dixièmes d'avance sur tout le monde, et un doublé, très provisoire évidemment, mais un doublé Invicta. Quand je vous dis que c'est la meilleure équipe, ça ne sort pas de nulle part. Quand on voit la différence de performance de Roman Stanek les années précédentes avec Trident, etc., et maintenant qu'il est chez Invicta, ça laisse songeur. Enfin, ça laisse songeur dans le sens où Invicta fait le meilleur travail, tout simplement, à la meilleure équipe, à la meilleure voiture, arrive à faire les meilleurs réglages. Alors qu'on voit le rattrapage de dernière minute, de dernière seconde de Sébastien Montoya. Trident F3 égale Invicta F2. J'ai envie de dire peut-être même, enfin, puisque Trident F3 a perdu de la marge au fil de l'année de Formule 3. Ils ont perdu de la marge. Alors que là, Dino Beganovic est sorti, il a fait un beau tête à queue. Je pense qu'il a pu reprendre les gaz. Mais oui, Beganovic est sorti de la piste. Puisque Trident F3 a perdu pas mal de terrain sur Campos durant l'année. Donc, pourquoi Dunn n'est plus soutenu par McLaren? Tout simplement parce que, selon les rumeurs que j'ai entendues personnellement, c'est que McLaren voulait le placer en IndyCar parce qu'il ne croit pas en lui pour la F1, alors que Dunn y croit ferme en ses rêves de F1, et donc les deux se sont séparés. Dunn espère rebondir notamment avec Red Bull. Pour l'instant, rien n'a été officialisé, et là on le voit avec une livrée blanche, j'ai envie de dire, enfin une livrée blanche et noire. Il n'est soutenu par aucune équipe pour cette fin de saison en tout cas. Trident F3 égale McLaren F1, bah, ça voudrait dire qu'ils auront quand même un pilote, le pilote champion. On est en caméra embarquée avec Victor Martins, mais ça n'améliore pas le premier secteur. Je pense que on commence à arriver à la moitié de la séance. Alors bon, bah, écoutez, Mini améliore, Goethe améliore, donc j'ai envie de dire, il n'y a que Martins qui n'améliore pas. En tout cas, dans les trois pilotes que nous propose la réalisation. Ouais, il y a aussi il y a Verschoor qui améliore aussi. Browning et Lindblad sont aussi en amélioration. D'ailleurs, pour le moment, oui, Lindblad qui est 18e, alors que Tsolov est 13e. J'en avais parlé sur mon thread, sur Twitter et sur Blue Sky. Il doit faire attention à Arvid Lindblad, parce que, certes, pour moi, au vu de toutes les rumeurs qu'on entend, il semble vraiment que Arvid Lindblad aille en F1 chez Vekard. Maintenant, s'il se fait battre par son coéquipier rookie qui découvre la F2, qui découvre aussi le circuit du Qatar, mais bon, cela, Arvid Lindblad aussi découvre le circuit du Qatar, ça serait une sacrée claque. Maintenant, la qualification est encore longue, on voit les premiers pilotes qui rentrent au stand. Il y a certains pilotes qui vont quand même améliorer. Oli Goethe sur la ligne qui passe à la deuxième position. Oli Goethe, lui aussi en pilote Red Bull d'ailleurs. Hein. On peut un petit peu l'oublier, mais Oli Goethe fait partie de l'académie Red Bull, même s'il y a
aucun début de bruit, de test, de rumeur, de quoi que ce soit. Voilà, il est très très loin de la F1. Pour aucune raison, j'ai toujours regardé les sports en solo-off, même après sa saison en F3 kamikaze, j'aimerais bien le voir perf. C'était voilà un prodige, c'était un prodige au karting, mais aussi au niveau de la F4, on était pas mal à le mettre dans la même catégorie que Antonelli ou d'autres, puisqu'Antonelli avait gagné en Italie, Tsolov avait gagné en Espagne, et malheureusement pour moi, il y a eu une grosse erreur concernant Tsolov, ça a été de le mettre directement en F3. Or, entre F4 et F3, il y a une catégorie normalement, il y a la formule régionale, et si tu sautes cette catégorie, il y a plein de choses que tu ne connais pas, et donc ça a été une catastrophe cette première année. Sa deuxième année en 2024 a été un peu mieux. Et la troisième année, il fait vice-champion et il a montré une belle pointe de vitesse et il a été moins dans des incidents, moins dans des accrochages ou ce genre de choses. Alors que Fornaroli a amélioré. Donc Tsolov, ça serait une belle histoire, même si c'est vrai qu'il doit encore un peu tempérer ses ardeurs parfois. Alors, on vient de voir Fornaroli qui est passé par les graviers, mais qui avait les quatre roues en dehors des limites de la piste. Je sais pas si le replay était issu du dernier tour, puisqu'il a amélioré sur le dernier tour. M'étonnerait qu'il ait pu améliorer sur un tour où il a mis les roues dans les graviers, mais bon. Soloff ex-Alpine, ouais, ex-Alpine. Alpine qu'il avait viré après 2 saisons de F3, voilà, plus que moyenne, on va dire. J'ai tellement hâte de voir Colnaghi en F3 avec Taponen et Giusti, sérieux, le line-up de MP est dingue. Là, ça fait rêver ce line-up, et il n'y a que des pilotes extrêmement talentueux. Ça fait rêver. La F3 2026, on va rêver. La F2 2026, je ne sais pas si on va beaucoup rêver, mais la F3, c'est exceptionnel. Et Colnaghi, c'est un talent dingue, très sous-coté, parce que très peu connu, parce qu'il n'a pas roulé dans les championnats, il n'a pas roulé en F4 italienne, il n'a jamais roulé en France, donc on le connaît pas trop en France, il n'a pas roulé en Freca, mais c'est un gars qui a tout gagné en F4 espagnol, en Eurocup 3, c'est très impressionnant Mattia Colnaghi. Et c'est un jeune pilote Red Bull, encore. Donc c'est pour ça, pour un Alex Dunn, ouais, aller chez Red Bull, mais quand tu sais qu'il y a, en plus de Lindblad, qu'il y a Tsolov, qu'il y a Colnaghi qui va arriver, qu'il y a potentiellement voilà, Rivera, qu'il y a d'autres pilotes après. Bah oui, Colnaghi est invaincu, enfin, hors hiver, c'est ça. Il a fait que 2 saisons de toute façon, Colnaghi. Champion F4 Espagne, champion Eurocup 3, donc oui. Le nombre de talents italiens en kart, c'est vraiment indécent, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, autant l'Italie, ils ont eu une génération, ils ont eu un creux générationnel terrible après Trulli, globalement. Après Trulli, il n'y a eu personne. Allez, Liuzzi, tu vois, enfin Trulli, Fisichella, etc. Et il y a eu un énorme trou, à la rigueur un petit Giovinazzi, tu vois. Mais là, là l'Italie revient très très fort, très très fort. Et puis oui, en karting aussi, les 2011, les 2014 ou 15, enfin voilà, les Filippo Sala, les Nicolo Perico, etc. Il y a des gros gros noms qui vont arriver. Alors, oui, il y a des noms très fortunés aussi. Il y a des noms très fortunés comme Nicolo Macagani, très fortuné maintenant à voir si le talent est là, puisqu'il a 15 ans, il teste en F2, donc ça il est fortuné, il n'y a pas de souci. Les performances, on va attendre de voir. Et oui, il y a Gabriel Mini qui était censé être le leader de cette nouvelle génération italienne, et qui au final bloque en F2. Et même au-delà de ça, en F3, il a un petit peu passé à côté de ces 2 années de F3, je trouve, même s'il fait quand même vice-champion, c'est dur de lui tomber dessus, mais il en manquait un petit peu, quoi. Si t'as un creux générationnel au foot, t'as un gros réservoir en sport auto. Bah non, enfin je suis désolé, la France, alors la France on est bon dans les deux, donc est-ce que la qualif de F4 UAE est passée ou non? Non, non, je crois que c'est samedi. Je crois que c'est samedi, hein, les qualifs de Formule 4. Mais j'ai fait un tweet sur, ah, en Italie! Ah, en Italie! Ah bah, en Italie, oui, ça c'est sûr. En Italie, aucun doute. Bah, j'ai mis le planning sur Twitter et sur Blue Sky. C'est en épinglé normalement. Oula, alors que là, c'est en train de se gêner à la sortie de la voie des stands. Donc pour l'instant, on n'est pas trop focus sur la qualif de F2, hein, vous avez remarqué. Voilà, on va attaquer les 11 dernières minutes. Les pilotes commencent à ressortir des stands pour leur dernier relais, leur dernier run, on va dire.
Fornaroli est en tête, le leader du championnat devant Oligueux, Roman Stanek, Crawford, Martins qui est quand même un très bon cinquième. Mais encore une fois, en qualif, Victor Martins, il arrive à gommer les défauts de la ART. En course, c'est plus compliqué. Verschoor est 6 devant Villa Gomez, Bennett, les deux Van Amersfoort 7 et 8. On a ensuite Gabriel Emini, Arvid Lindblad qui est quand même remonté au 10e rang. Alex Dunn, Miyata, Montoya, Stensorn. Stensorn, le nouveau coéquipier d'Alex Dunn. On rappelle que Martin Stensorn remplace Amaury Cordil. Remplace Amaury Cordil, qu'est-ce que je disais? Donc ça c'est une très bonne nouvelle évidemment. Tsoloff est 15e, Maini, Browning, Beganovic. Alors pour l'instant les high-tech elles passent complètement à côté. Je sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas il va falloir se bouger pendant ce deuxième run. Et on a ensuite Shields, Durksen, Van Eupen et Wharton, les deux tridents très loin d'ailleurs. Wharton a fini par sortir des stands, mais il n'a pour l'instant aucun temps à son actif. Euh, des Français en Freimet que dans les championnats hivernaux, je sais pas. Je sais pas encore. Je pense qu'il y aura dans les championnats hivernaux, il y aura beaucoup de turnover, on va dire. Et il y a beaucoup de pilotes qui vont faire deux, trois meetings. Voilà, style Munoz ou ce genre de pilote. Voilà, il y aura je sais pas s'il y aura beaucoup de saisons complètes, quoi. Pour Cher, c'est un sacré scandale qu'il soit pas monté quand même. Il n'y a pas grand chose de plus qu'il aurait pu faire. Écoutez, je vous invite à revoir l'interview que j'avais faite avec lui en août, mais je peux être que d'accord de toute façon. Allez, on va voir si ça améliore dès ce premier tour. Nouveau train de pneus, moins d'essence. On suit Luke Browning, en caméra extérieure. Après, pour Cher, on aura une grosse carrière en endurance. On l'espère, on peut jamais être affirmatif en sport auto, mais c'est vrai que là, sa carrière a l'air mise sur de très bons rails avec Peugeot. Maintenant, c'est à lui de faire le taf, quoi. Oula, Lindblad, un incident qui est noté pour Arvid Lindblad qui aurait conduit de façon qui aurait conduit lentement de façon pas nécessaire, on va dire. On voit d'ailleurs là dans les stands, sur le muret des stands, Paul Aron, ancien pilote high-tech qui vient passer un petit coucou chez son ancienne équipe, le réserviste Alpine. Ouais, conduite erratique, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, pour James Wharton, un gros blocage de roue en sortant de la voie des stands, on dirait. Je sais pas si c'était un blocage de roue ou de la poussière sur les freins. Wharton qui n'a aucun temps à son actif. James Wharton, on rappelle, qu'est-ce qu'il fait là, James Wharton? Homero, t'es là pour le déglinguer, James Wharton. Non, James Wharton, il est là pour 2027. Tout simplement. Il a été 18ème de F3 cette année et refait une deuxième année de F3 avec Prema. Il sera d'ailleurs l'un des coéquipiers d'Enzo Dellini l'an prochain. Enzo Dellini qui fera sa première année en Formule 3. Et James Wharton, en tant que pilote très fortuné, fait une manche en F2 pour se préparer, pour apprendre la piste et pour se préparer un an à l'avance, enfin voire même un an et demi à l'avance pour 2027. Euh, voilà, voilà. Écoutez, grand bien lui en face. Hein. C'est vrai qu'il a cette opportunité, ce serait dommage de s'en priver, mais bon. Allez, Luke Browning, la question, un vrai tour d'attaque cette fois. On va voir s'il va allumer en vert, voire même peut-être en violet, puisque là, 17ème serait une catastrophe là, pour ses espoirs de titre. Surtout avec Fornaroli, le leader du championnat en première position. Allez, 35 555, la référence à battre, c'est loin encore, c'est à presque 3 dixièmes sur un seul secteur. Là, les high-tech sont pas du tout dans le coup, c'est vraiment très étonnant. Et Beganovic qui fait à peine mieux que Luke Browning. Je connais pas Wharton, c'est un pitre ou un crack. Je vais pas dire entre les deux, mais c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre les deux. Ça reste quand même un bon pilote, maintenant qu'il peut être impliqué dans pas mal d'incidents quand même. C'est pas un mauvais pilote, clairement il a été vice-champion de Freca, bon, avec une préma très forte. Euh, voilà, non, plus pitre que crack, non, enfin ça va, il y a des pitres enfin, il y a des pitres bien pires, j'ai envie de dire, voilà, mais oh, Luke Browning qui en fait un petit peu trop. Hein. Je pense qu'il voit sur son volant qu'il est en retard par rapport à Fornaroli et du coup il attaque et du coup il passe un petit peu dans les graviers. Donc clairement ça va pas aider le chrono. Alors que Jack Crawford lui signe le meilleur deuxième secteur absolu. Luke Browning qui va aller remonter au quatrième rang, c'est bien, mais ça sera clairement pas assez.
Ça sera clairement pas assez. Dino Beganovic va passer à son tour, son coéquipier, qui va prendre la première place au gros troisième secteur. Mais bah, là, il a signé la référence dans le troisième secteur, mais là, gros chrono de Dino Beganovic. Crawford, à l'inverse, c'est complètement manqué dans le dernier secteur et améliore tout juste pour passer au quatrième rang. Richard Verschoor sur la ligne, ça améliore peu, septième. Ah, par contre, ouais, attendez, Fornaroli arrive. Fornaroli arrive et elle allume déjà en violet dans le premier secteur. Il va être très dur à aller chercher Leonardo Fornaroli, même si là Dino Beganovic montre un petit signe de rébellion. Fornaroli a 6 dixièmes d'avance. Fornaroli a 6 dixièmes d'avance après deux secteurs sur Beganovic. Goethe a 3 dixièmes d'avance après deux secteurs. John Bennett remonte au troisième rang. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Je surveille en même temps les chronos de Victor Martins. 35-8 dans le premier secteur, c'est pas assez pour l'instant pour être vraiment compétitif. Tsolov qui monte au 10e rang, ça serait une grosse qualif hein, s'il arrivait à être dans le top 10. Nicolas Tsolov, Montoya qui monte au 5e rang. Fornaroli sur la ligne, 5 dixièmes d'avance sur Beganovic. Goethe qui monte au 2e rang. Mini qui passe 5e. Alex Dunn, 4e, excellent dernier secteur, mais ça reste à 7 dixièmes de Fornaroli. Victor Martins 32-2 dans le deuxième secteur. Bon, ça sera loin. Ça sera loin, même s'il est en vert dans ces deux secteurs. Ça va être loin. Il va pouvoir remonter quand même au 5e rang, à 7 dixièmes. Donc on voit que, voilà, les deux Invicta aux deux premières places. Fornaroli et Stanek. Ouais, peut-être qu'ils ont dû faire des compromis. Ouais, non, mais c'est vrai, bonne remarque de Le Faux-Foran. Euh, Oh, Martins qui est passé dans les graviers, dans l'avant-dernier virage. Mais oui, high-tech c'est lent dans le premier secteur, mais sinon c'est rapide, ils ont dû faire des compromis. Ouais, c'est possible. De dioxyde de titanium, je crois, le truc pour Antonelli, la blague sur Reddit. Allez, tout le monde va être dans un tour de relâche. Avant de réattaquer, oh attention, la petite gêne entre... Ouais, c'était pas très clair. Est-ce qu'il s'est en train de se gêner là, Stanek et Stenson, c'était pas évident. Chez les tridents, là, c'est la fête. Hein. Van Eupen qui est à 3 secondes 2, Wharton qui est à 5 secondes 4. Là, c'est une grande qualification pour Trident. Ils vont très vite regretter Martinus Stenson qui était présent à Bakou. Allez, on repart pour un nouveau tour. Luke Browning. Ah, il en manque tellement. Mais il manque 4 dixièmes dans le premier secteur. C'est quasiment irrattrapable déjà. Même si ça finit bien mieux le tour. Alors Beganovic à 7 dixièmes, c'est encore pire. Bon, je pense que Beganovic va arrêter son effort là, puisque ça ne sert pas à grand chose. Alors que là, dans les chronos à côté, on voit Berchamp en 35-4, qui allume en violet. Fornaroli, c'est complément alimentaire, je sais pas ce que c'est, mais c'est légal dans tous les pays. C'est peut-être juste, voilà, peut-être un très bon pilote aussi, tout simplement, dans la meilleure équipe, donc forcément, ça aide. Ça aide. Browning, il continue d'attaquer, mais voilà, il est à 7 dixièmes, bon, ça va pas améliorer, on va plutôt suivre les autres pilotes. Crawford, ça améliore pas dans le deuxième secteur. Verschoor, ça améliore pas dans le deuxième secteur. Il, il devrait quand même améliorer. Richard Verschoor, il est 14e, donc logiquement ça devrait bien remonter et aller au moins intégrer le top 10. On rappelle que c'est le top 10 qui est inversé pour la grille de la course sprint, donc c'est très important de se qualifier dans le top 10 si on veut espérer un bon week-end. Richard Verschoor sur la ligne, ça va remonter au 4e rang. Sébastien Montoya est expulsé du top 10 et donc pour le moment... Oh mais attendez, Fornaroli, mais on n'arrête plus Fornaroli, 35-3 dans le premier secteur. Qui a mis Verstappen dans la MP de Goethe? Goethe, il fait une qualif de fou furieux. Hein. On l'a quasiment pas vu de l'année, Oli Goethe, mais là, Fornaroli qui est toujours en avance sur son propre temps, même s'il améliore pas dans le deuxième secteur. Goethe aussi qui est en avance sur la référence de Fornaroli. Tu veux partir P11 et faire deux bonnes courses en vrai? Oui, certes, mais après, voilà, si tu te qualifies 10e, tu pars premier d'une des courses quand même, donc c'est pas exactement la même. Tsolov qui remonte au 4e rang, gros chrono là du Bulgare. Ah, malheureusement battu par Sébastien Montoya qui lui passe juste devant. Leonardo Fornaroli sur la ligne qui améliore d'un dixième et demi. Oli Goethe qui va passer devant. Oh, c'est fantastique la qualif là du pilote allemand.
Arvid Lindblad, 15e, qui s'est manqué. Alex Dunn qui monte au 3e rang. Il va rester plus qu'une minute. Je sais pas si Alex Dunn, il pourra. Je sais pas si Arvid Lindblad pourra refaire un temps. Roman Stanek qui passe 3e. Victor Martin sur la ligne. Ça remonte au 3e rang. Très très beau chrono de la part du français. Très beau chrono. Encore une fois en qualification. Victor Martin, ça répond présent. Et je sais pas s'il y aura d'autres améliorations. Alors il y a Durksen qui est en amélioration 35-6. Ouais, je suis en train de valoriser. Ah non, bah, faut valoriser le travail de Goethe. Alors que là, on voit Beganovic qui a mis une roue dans le gravier. Ça n'a pas dû forcément l'aider. Là, c'est Jack Crawford. Oui, Jack Crawford, ça, on l'avait vu. Alors, Goethe, je ne sais pas ce qu'il a mangé ce matin. Mais devait y avoir du dioxyde de titanium ou je sais pas quoi. Durksen, qui est en amélioration sur le premier secteur, qui n'améliore pas sur le deuxième. Pour le moment, 12e. Je pense qu'il espère bien mieux le pilote paraguayen qui va avoir une bonne aspiration sur la Dams de Crawford devant lui. Ça va l'aider à remonter au 9e rang. Et donc à intégrer ce top 10, le drapeau à damier va bientôt s'agiter. Et j'ai pas l'impression, ça n'améliore pas, de toute façon la qualification est terminée. Ça n'améliore pour personne. Alors on suit le tour de Jack Crawford. Jack Crawford pour l'instant il est 15e. Ça serait une catastrophe cette qualification. Pour lui, quand son rival au championnat, Fornaroli, est 2e. Crawford, non, ça va pas améliorer. Il y a 4 dixièmes de Goethe en soi. Alors, peut-être que le but maintenant, c'est d'essayer d'intégrer ce top 10, au moins pour aller sauver un petit peu les meubles. Parce que là, Crawford 15e, ce serait une catastrophe. Browning est 18e. Alors là, Fornaroli, il est. En soi, il peut être champion ce week-end, hein. Fornaroli peut être champion ce week-end. Ça va être compliqué. Il faudrait reprendre quand même une vingtaine de points. Je n'ai pas fait les calculs exacts, mais il faudrait reprendre une vingtaine de points. Là, il est en train de frapper extrêmement fort. Non, Crawford qui a une seconde, ça n'améliorera pas. Ça n'améliorera pas pour Jack Crawford, ça va être une catastrophe. Nicolas Tsoloff, oui, il faut en parler, il faut en parler. Allez, on va suivre quand même la fin du tour de Crawford par politesse, mais Nicolas Tsoloff, 7ème pour sa première qualif de F2, qui colle 6 dixièmes, 5 dixièmes et demi sur Arvid Lindblad, le futur pilote de Formule 1. Enfin, c'est quoi ce sketch là? C'est quoi toutes ces voitures là sur la ligne de départ? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce délire? J'ai pas compris l'image. Pas compris l'image de toutes les voitures quasiment arrêtées sur la grille. Alors, je suis désolé, mais ça reste qu'une seule séance de qualification et il y a peut-être des circonstances atténuantes, mais je suis désolé, Lindblad est 17ème. Son coéquipier rookie qui découvre la voiture est 7ème. Je persiste à dire, Arvid Lindblad n'est pas prêt. Maintenant, il a sa super licence. Pourquoi il a sa super licence? Eh bien, vous le savez, c'est parce qu'il a roulé pendant l'hiver en Formule régionale Océanie pour avoir 18 points gratuitement face à une grille extrêmement faible, on va pas se le cacher. Mais sinon, Arvid Lindblad, sans ce championnat hivernal, il n'aurait pas sa super licence. Alors que là, on est en caméra embarquée avec Dino Beganovic. Je crois qu'il a dû être gêné par l'ex. Oh oui, bah oui, il a été bien gêné par le retour en piste hasardeux du pilote de la ex devant lui. Ah, Arvid Lindblad, est-ce qu'il y a eu une erreur quand même qui pourrait. Ouais, on le revoit en caméra embarquée, donc il y a dû avoir une erreur. Ouais, oui, 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 il y a une erreur. Il y a une erreur, il la perd un petit peu. Et ça passe dans les graviers. Mais c'est pas. Il aurait fait 17 séances de FP1 sans l'Océanie. Bah, ouais, ouais, je suis désolé, hein. Martins qui met 13 places à Miyata. Ah, c'est vrai que Miyata, je l'avais oublié, on rappelle, un champion de Super Formula, etc. Jeune pilote Toyota. 16e, malheureusement, ça marche toujours pas hein, pour Hitomo Miyata en F2. Euh, alors, évidemment, la pole de Goethe, elle est très très forte. Elle est très très forte, mais pour moi, les choses à retenir en plus de ça, c'est Fornaroli. Non, non, vous en faites pas, les stops. Non, non, vous en faites pas, la qualif elle est terminée, hein. Les qualifs elle est terminée, parfois c'est juste le live timing qui montre ça. Euh, mais je pense qu'on sera surpris de Limblad en F1. La F1 a rien à voir avec la F2, je trouve. Mais c'est pas ça. Limblad, je suis persuadé que quand il arrivera en F1, il va faire des choses. Il va avoir des coups d'éclat, etc. Mais
pour moi, il y a plein de pilotes que tu pourrais mettre avant qui sont beaucoup mieux préparés à la F1. Et puis là, bah, enfin, pour moi, voilà, je suis pas convaincu et c'est le précipité que de le mettre en F1. Euh, voilà, c'est le précipité. Parce que là, je suis désolé, c'est à moins qu'il y ait eu d'un truc mécanique, un bout d'aileron de fond plat, je sais pas qui a, je sais pas, qui peut expliquer le fait qu'ils se prennent 5 dixièmes et demi par Tsolov qui découvre la F2. Voilà. Après, ça reste la F2, ça reste un championnat particulier. Par exemple, on a un Villagomez qui est 8ème. Qu'est-ce qu'il fait là? D'ailleurs, c'est Richard Verschoor qui sera en pole position pour la course à grille inversée demain. Mais donc, il y a beaucoup de piégés hein, quand même. Euh, Après, Antonelli et Berman, au final, ça s'est adapté en une saison à la F1, mais pour moi, c'est pas le même niveau de talent, de régularité. Non, le niveau de talent, c'est peut-être le même à peu près, mais en termes de régularité, voilà, c'est des pilotes, Antonelli, Berman, c'est des pilotes qui avaient déjà gagné des titres, qui avaient déjà fait des saisons entières où ils se sont battus devant, etc. Lindblad, il fait une bonne première moitié d'année, après, il prend sa retraite. Enfin, c'est. On a vu ça en F4 italienne, on a vu ça en F3, on le revoit en F2. Donc, pour moi, ah là, il y a trop de choses, il y a trop de choses qui vont pas avec Arvid Lindblad. Ça reste un énorme talent, ça reste un gigantesque talent, mais après peut-être que ça peut être le fait qu'il est peut-être complètement démotivé. C'est vrai que Arvid Lindblad n'a peut-être plus grand-chose à jouer, peut-être qu'il a déjà signé en F1, qu'il a plus grand-chose à jouer et qu'il se dit bon bah de toute façon voilà ça sert à rien la F2 etc. Ça sert à rien cette fin de saison. Oui pourquoi pas mais ça l'a fait mal. Enfin, je veux dire, ta légitimité à monter en F1, on prend un coup quand ton coéquipier rookie te met 5 dixièmes et demi. Mais, euh, mais ça reste un gros talent. Ça reste un gros talent, mais de façon trop épisodique, quoi. Lindblad qui fait une piastrie, non, Lindblad qui fait une Lindblad pour moi. Enfin, comme en F3, comme en F4. Voilà. Minata qui va gagner grâce à la safety car quand Martins va finir 11ème après s'être fait sortir 2 fois. Ouais, c'est un bon résumé des week-ends de F2. Bon, écoutez, donc voilà, hein, juste un point pour finir. Oli Goeth en pole position, exceptionnelle performance de sa part, hein, puisque Fornaroli avait l'air d'avoir la main quand même sur cette séance de qualification. Au final, il partira deuxième devant Victor Martins. En qualification, Victor Martin, c'est une assurance tout risque. Devant Roman Stanek, Alex Dunn est cinquième. Devant Montoya, on a ensuite Nicolas Tsoloff, le meilleur des rookies, qui partira en septième place devant Villagomez, Dirksen et Verschoor qui prend la pole pour la grille inversée. En dehors du top 10, on a Beganovic, Stenson, Bennett, Mini, Crawford, deuxième au championnat qui partira 15e des deux courses, Miata, Lindblad, Luke Browning, le troisième du championnat qui partira 18e des deux courses. Et ensuite, on a Shields, Maini, et les deux tridents pour compléter cette grille de départ, James Wharton qui a quand même battu Lorenz Van Eupen avec un meeting d'expérience en moins. Bon, bah c'était sympa comme live. Van Eupen, je sais pas ce qu'il fait là. Bah oui, en vrai, enfin, il n'était pas dégueu en F3. Il a fait 2 saisons de F3 où il fait 12e, 13e ou quelque chose comme ça, donc c'est pas horrible. Enfin, c'est pas exceptionnel, c'est pas immonde non plus. Euh, Ouais, je pensais pas le voir autant en galère, puisque pour moi, bah voilà, c'est un pilote qui doit pas être infamant en F2, donc je sais pas pourquoi il est aussi loin des chronos, peut-être eu des soucis mécaniques, après voilà, ça a été une qualif assez galère pour toute l'équipe Trident dans son ensemble. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, c'était très très sympa. C'était très sympa. Ça sera le seul live du week-end. On va pas suivre les courses de F2 puisque je suis pas forcément à la maison, donc ça va pas être évident, mais on suivra les deux courses d'Abu Dhabi, je crois. Je crois qu'il n'y aura pas trop de soucis pour ça. On suivra les deux courses d'Abu Dhabi donc la semaine prochaine. Évidemment, entre-temps, je pense qu'on va faire un live quand même pour débriefer le week-end du Qatar, pour refaire la preview d'Abu Dhabi, etc. Et puis voilà, pour refaire un petit peu un point sur l'actu de la semaine quand même, il y a eu quelques tests de certains pilotes français, Andrea Dupé qui teste en Formule régionale européenne, il y a Louis Cochet, le neveu de l'ancien pilote des CF1 Jonathan Cochet qui teste avec MP Motorsport en F4 Espagne. On espère que ça va déboucher sur une signature, mais en tout cas c'est une excellente nouvelle. Un pilote français possiblement dans un top team en F4 espagnol, ça peut être très 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 intéressant. Et puis voilà, tout ça, tout ce genre de choses dont on parlera lors du prochain live.
Moi, déjà, je vais vous souhaiter un excellent week-end de course. On se retrouve très bientôt. De toute façon, on se quitte pas sur Twitter, sur Blue Sky notamment pour suivre ce week-end. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end de course. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky et sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Excellent week-end de course. Bye bye.